Parce que tout peut péter demain. J'apprendrai à prendre soin. Alors tiens ma main dans le silence et on va tenter la chance. Allô la gang, où que vous soyez, j'espère que ça se passe bien pour vous. Il y a environ 2 ans, j'étais en train de garder ma nièce, puis c'était encore un bébé, fait que nièce bébé, puis j'étais assis à terre, puis elle marchait sur 2 matelas empilés un par-dessus l'autre, fait qu'elle était comme à hauteur de mon visage en marchant à 4 pattes. Puis elle a marché vers moi, puis est venue mettre sa petite main dans mon visage, dans ma face, tout en douceur, juste en bébé qui explore. Puis là, je me suis mis à pleurer intense. Ma famille est arrivée, puis j'ai dit « Hey, non, c'est correct, c'est positif, ça me fait du bien de pleurer, c'est rare que je suis capable de pleurer, j'en profite. » Aujourd'hui, on va parler de pleurer, puis de mon défi personnel à être capable de pleurer. Tout d'abord, comme homme, c'est sûr que j'ai été peu socialisé à pleurer. J'ai jamais entendu la fameuse phrase un gars, ça pleure pas », par exemple dans le cours d'école. J'ai jamais entendu cette phrase-là. Mais j'ai le feeling que beaucoup de mes modèles masculins dans ma famille, à la télévision, eux ont entendu cette phrase-là. Un gars, ça pleure pas. Puis que moi, je l'ai comme absorbé par ruissellement social. Mais j'ai envie d'aller plus creux que ça. Il n'y a pas juste l'aspect éducation. Il y a aussi quelque chose de plus profond. Puis c'est ça qu'on va explorer aujourd'hui, qui fait que j'ai de la misère à pleurer. Depuis toujours, en tout cas depuis que j'ai 15 ans peut-être, je pleure en moyenne 3 fois par année. Puis pendant longtemps, je me disais « Ah, c'est pas grave. Il y a des gens qui ont les yeux bleus, il y a des gens qui ont les yeux bruns, il y a des gens qui ont les cheveux frisés, il y a des gens qui ont les cheveux plats, il y a des gens qui pleurent, puis il y a des gens comme moi qui pleurent pas. » Maintenant, c'est plus ça que je pense. Je pense que dans mon cas spécifique, c'est un problème. Fait que comprenez bien que ce que je vais partager aujourd'hui, ça n'implique que moi. Je ne vous dis pas de faire une généralisation avec ça. Si vous avez des défis émotionnels, allez voir psychologue, psychiatre, psychothérapeute. Je vais juste vous partager ma réflexion sur, je dirais pas mon incapacité à pleurer, parce que je suis capable 2-3 fois par année, mais mettons mon défi à pleurer. Dans mon cas, vraiment pour moi, je fais une adéquation assez forte entre pleurer puis vivre ma tristesse. Je le sais que c'est pas ça pour tout le monde. Il y a des gens qui pourraient vivre leur tristesse sans pleurer ou pleurer sans vraiment vivre leur tristesse. Dans mon cas, simplifions ça, là. En général, moi j'ai la croyance que quand je suis capable de me connecter, de digérer, d'accueillir, de vivre ma tristesse, je pleure. Puis quand je ne suis pas capable de le faire, la plupart du temps, je pleure pas. Fait qu'on va faire cette équation-là qui s'applique à moi. Pleurer égale être capable de vivre ma tristesse, être capable de me connecter à la part de moi qui est triste, de lui donner de l'accueil et de avoir cette émotion-là qui, tu sais, vous savez que l'étymologie du mot émotion, c'est émovere, donc extérieur, vers l'extérieur,
puis movere comme mouvement. Fait que l'émotion, c'est ce qui nous meut à l'extérieur, ce qui nous oriente, qui nous met en motion. Tu sais. Et donc, il y a une énergie, il y a un mouvement. Eh bien, pour moi, cette émotion-là de tristesse est très souvent jammée en moi, et pas en mouvement, et jammée. D'ailleurs, je lisais chez Peter Levine, spécialiste en trauma qui a été engagé, entre autres, par la NASA pour réduire le stress physiologique des premiers astronautes et premières astronautes envoyés dans l'espace. Je ne suis pas sûr c'était sur quelle mission, mais Peter Levine disait, pour lui, le fait de retenir sa tristesse peut faire qu'on va serrer la gorge pour s'empêcher de pleurer et donc créer une sorte de tension dans la gorge à long terme. Je m'identifie vraiment à ça parce que moi, j'ai une tension dans la gorge, une sorte de boule dans la gorge qui est jamais là de manière permanente depuis plus que 10 ans. Et j'associe beaucoup ça au fait que ma tristesse n'est pas en mouvement, justement. Mon émotion n'est pas en motion. Elle reste jamais en moi, dans ma gorge, dans mon chest. Et je vais encore plus loin. La grille de lecture qui, moi, me donne la vision la plus claire sur mon frein à pleurer, c'est la grille de lecture de l'approche thérapeutique Internal Family Systems, IFS. Donc, c'est une sorte de thérapie que je ne suis pas un thérapeute, je ne suis pas un psychologue. Je vous explique ça parce que pour moi, quand j'ai découvert ça, ça m'a beaucoup éclairé sur comment regarder mon défi à pleurer, de quel bord je pogne ça. Donc, Internal Family Systems, une approche thérapeutique développée aux États-Unis par Richard Schwartz, qui a eu l'intuition de traiter les différentes parts de nous-mêmes comme une famille. Donc, à ce moment-ci, je vous demanderais d'aller écouter l'épisode sur la multiplicité de l'esprit, si ce n'est pas déjà fait. C'est l'épisode « Qui est au micro ». Fait que c'est un épisode, il y a 2 épisodes, je pense, là, qui parle du fait que l'être humain, en tout cas pour moi, n'est pas un bloc monolithique, mais plutôt a une psyché qui est constituée de plusieurs sous-personnalités qu'on peut appeler des parts ou des parties qui peuvent avoir des différentes croyances, émotions, besoins, motivations et sont en relation entre elles. Ce que j'appellerais de la communication intrapersonnelle, la relation entre ces différentes parts de nous. Et en Internal Family Systems, Richard Schwartz a eu le génie d'essayer de nous aider à cartographier les différentes parts de nous, leurs interactions, lesquelles bloquent lesquelles insultent lesquelles apaisent lesquelles dans les parts de nous. Et une chose qui est ressortie de ça, c'est que pour Schwartz, il y a des parts qu'il va appeler des parts exilées ou des exils, des parts émotionnelles, qui tiennent des fardeaux émotionnels. C'est comme des parts de nous qui ont fini par mettre dans leur sac à dos toute la tristesse ou toute la colère qu'on avait par rapport à une certaine situation de vie, par exemple. Et ces parts-là de nous portent ces émotions-là qui n'ont pas été digérées, qui ont juste été mises en dessous du tapis. Ils ont été balayées en dessous du tapis. Ces émotions-là sont portées comme des fardeaux par certaines parts de nous. Et la raison pour laquelle on les appelle des parts exilées, c'est parce que si ces parts étaient intégrées au système familial intérieur, à nos autres parties, bien ces parts viendraient en ligne. Et quand elles viendraient en ligne, on vivrait l'émotion. On se mettrait à pleurer. Si c'est une émotion de colère, on se mettrait à être colérique, etc. Donc, ces parts-là ont été repoussées à l'extérieur du système, ont été exilées. On a comme dit, hey,
va-t'en parce que là, c'est trop d'émotions ce que tu vis, puis c'est pas sécuritaire de vivre cette émotion-là. Et ce mouvement-là d'exil est fait par une autre part, qu'on va appeler une part protectrice. Donc, c'est une part qui, dans notre historique, à un moment donné, dans notre jeunesse, euh, qui s'est rendu compte, il me semble que pleurer, c'est pas sécuritaire dans tel contexte. Par exemple, à l'école, j'ai pleuré, puis un professeur me dit, Hey, pleure pas, t'as pas à pleurer ici, là, essaye pas de faire ton fin finaux. Fait que là, ma part protectrice, elle a fait, Oh, c'est pas sécuritaire pleurer, c'est pas sécuritaire, c'est dangereux, je vais perdre le lien avec mon professeur, ma figure d'attachement, de remplacement. Fait qu'on va exiler la partie qui pleure. Donc, la part protectrice, pour nous protéger, parce qu'elle croyait qu'à une certaine époque de notre vie, c'était dangereux d'avoir des émotions, eh bien, elle a pris l'habitude de maintenir l'exil d'une autre part, qui est la part exilée. Et donc, il y a une part qui tient toute la tristesse associée à une certaine sphère de notre vie, par exemple, dans un gros sac à dos très lourd, un fardeau, et elle est exilée du système, elle est dissociée, elle est repoussée de manière qu'elle ne se présente pas à la conscience, parce qu'on trouve que c'est dangereux de vivre ses émotions. Et la part qui prend cette job-là, d'exiler, de repousser, d'inhiber, c'est une part protectrice. Donc, cette petite mécanique-là, moi, je la retrouve très clairement à l'intérieur de moi, très, très clairement. Et ça m'aide à comprendre pourquoi j'ai de la difficulté à pleurer. Et ce mouvement-là de protection, où une part de moi a jugé que toutes ces émotions-là de pleurs, de tristesse, n'étaient pas sécuritaires, c'est peut-être même pas une situation qui m'est arrivée dans ma vie à moi. C'est peut-être une situation qui est arrivée chez mon grand-père ou chez mon père, qui a fait que chez lui, il n'y avait pas de sécurité à pleurer et que moi, j'ai calqué mes parts sur les siennes par éducation, par exposition, par osmose. Donc, c'est sûrement un mélange des deux en réalité. C'est sûrement un fardeau intergénérationnel mélangé avec des situations dans ma propre vie où une part protectrice de moi pensait que je n'étais pas en sécurité de pleurer. Et Richard Schwartz est très clair là-dessus. La voie de la guérison, c'est pas d'aller voir la part exilée puis de dire ben là, il faut que tu pleures, là. Faut que tu te réintègres au système, là. Arrête d'être exilé, là. Viens-t'en, là. On remonte à la conscience. Let's go. Non, la part exilée, elle est repoussée par la part protectrice. Elle n'a pas de contrôle là-dessus nécessairement. Et c'est même pas d'aller voir la part protectrice puis d'y dire Hey là, part protectrice, t'es donc bien conne là, de ne pas me permettre de toucher à l'exil. Là. Moi, j'ai envie de pleurer, là, j'ai envie de processer mes émotions. Arrête ça, là, ta petite technique de protection, ça n'a pas rapport, c'est stupide. Je veux pleurer, fait que tasse-toi, puis laisse-moi accéder à la part triste. Non, parce que la part protectrice, elle, si elle fait ça, c'est qu'elle juge sincèrement que ça nous protège et que, encore aujourd'hui, ce n'est pas sécuritaire de pleurer. Pour cette part protectrice, encore aujourd'hui, ce n'est pas sécuritaire. Ce réflexe-là de protection qu'elle a développé quand j'étais plus jeune, elle croit qu'il est encore utile. Et la forcer à se tasser, ça ne marchera pas, ça va lui faire encore plus peur. La voie pour aller vivre ma tristesse, c'est de donner au contraire de la sécurité à ma part protectrice, d'entrer en relation avec elle, de la comprendre, de se mettre à sa place un peu, d'avoir de l'empathie pour elle, de l'accueillir, de l'aimer. Et éventuellement, assez de sécurité va faire qu'on va pouvoir entrer en négociation avec, puis trouver un consensus qu'elle puisse se tasser un petit peu de côté pour laisser l'accès à la part protectrice. Excusez-moi, laisser l'accès à la part triste. Et donc,
je peux vous nommer quelques situations dans ma vie où ma part protectrice a eu assez de sécurité et j'ai été capable de toucher à mon exil et de pleurer. Euh, Cette situation-là, avec ma nièce que je racontais au début de l'épisode, pour moi, c'est ça. C'est que ma nièce représentait tellement pour mon système nerveux une relation complètement dans l'amour, complètement sécure, complètement douce, que le fait qu'elle mette sa petite main sur son visage a cultivé en moi de la sécurité profonde, que je pouvais être moi-même et être aimé tel quel. Et donc, cette sécurité-là a fait, je vous niaise pas, une sorte de flashback. Flashback. Donc, au moment où ma nièce a mis sa main dans ma face, j'ai revu des épisodes au conservatoire de musique. Très rapidement, j'ai comme revu à quel point ma vie était difficile. J'ai revu des épisodes de douleurs chroniques au conservatoire, des nuits à pas être capable de dormir, aller chez le dentiste puis avoir mal au cou pendant 3 semaines. Puis j'ai comme revu plein d'épisodes. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans Harry Potter, mais c'est un principe qui est utilisé dans plein de séries de fantasy, là, qu'il y a des Horcruxes qui sont des objets que quand tu y touches, tu as comme un flashback. Là. Ben, c'était ça le feeling. Ma nièce m'a mis sa main dans ma face, puis j'ai eu un genre de flashback où je me suis reconnecté avec tout le fardeau de ma vie qui est difficile, qui est très difficile. Et à ce moment-là, en me connectant au fardeau de ma vie avec amour, j'ai fait « Ah, mais c'est donc ma tough, ma vie », puis je me suis mis à pleurer. Ce moment-là de flashback, de réintégration de la part exilée, c'est quelque chose qui est documenté, là, que quand la part protectrice se tasse et nous laisse l'accès à la part émotionnelle, à la part exilée, eh bien la part exilée remonte à la surface de la conscience. Et en remontant à la surface de la conscience, elle ramène à la fois ses émotions, mais aussi certains souvenirs. Et donc, ces souvenirs-là sont remontés à la surface de ma conscience. Puis j'ai fait, mais c'est donc bien dur, ma vie. Puis là, j'ai eu l'émotion de tristesse qui m'a emporté d'un coup. Puis moi, qui réussis presque jamais à pleurer, je me suis mis à pleurer en sanglots, des larmes de crocodile. Ça me fait beaucoup de bien. Ça m'a tellement libéré d'un fardeau. Un autre moment où j'ai pleuré dans les dernières années aussi, c'est quand j'ai annoncé à la chorale Tout le monde dans le chant que j'allais arrêter de travailler avec eux et elles parce que ma santé était trop fragile. Et donc que j'ai quitté la chorale. Je l'ai annoncé dans une répétition. Puis au moment de l'annoncer, je pense que mon système nerveux a perçu que j'étais en sécurité avec ces gens-là, avec ces choristes-là. Et on avait partagé au cours des années précédentes des moments de grande connexion par la musique. Puis je vous dirais même des moments de transcendance et des moments de spiritualité. Et pour moi, je pense que ça l'a comme fait de la sécurité dans mon système nerveux. Et quand je leur ai annoncé, je me suis mis à pleurer, pleurer, pleurer en sanglots. Puis il y a comme 4, 5 membres de la chorale qui ont couru vers moi pour me tenir les mains puis me supporter. Et donc, encore une fois, pour moi, il y avait de la sécurité à ce moment-là. Et je pense que c'est ce qui a fait que j'ai eu accès à ma tristesse. Un autre exemple où il y a une corrélation entre de la sécurité et ma capacité de me connecter à mes émotions. À un certain moment, j'étais en formation de communication et j'étais participant, j'avais très mal au dos. Le participant à côté de moi, je ne le savais pas à l'époque, mais il était massothérapeute. Il s'est levé, puis il a mis ses mains sur mes épaules. Puis il a commencé à me faire un petit massage d'épaule. Je pense qu'on était à la pause. Puis tout de suite, je l'ai senti, la tristesse a monté en moi. Le fait d'avoir des mains de massothérapeute sur mes épaules, puis qui me massent doucement, ça a tellement envoyé un message de sécurité à mon système nerveux que j'ai pas pleuré à ce moment-là, mais j'ai vraiment vu les larmes monter. Puis je me suis senti beaucoup plus connecté à ma tristesse. Et donc, il y a vraiment un fil conducteur dans ma vie où les moments où je suis
capable d'accueillir ma tristesse et de la pleurer, c'est quand je me sens en sécurité. Un autre exemple, il est arrivé plusieurs fois dans ma vie d'être dans un souper de famille avec ma famille proche, avec qui j'entretiens un lien de profonde confiance, et que dans le souper de famille, on se fait comme un peu un update de on est où chacun dans nos vies, puis que quand ça arrive à moi, je dis « Hey, ça va pas bien. Pour vrai, j'ai vraiment mal au dos, puis je suis découragé, puis je sais plus quoi faire, puis je suis fatigué. » Et le fait d'exprimer ça à ma famille, puis que de me sentir accueilli et supporté profondément par eux et elles, ça faisait que je me mettais à pleurer, puis là, je leur tenais les mains, puis je pleurais. Donc, il y a vraiment une corrélation très claire pour moi entre sécurité dans mon système nerveux autonome. Quand je dis ça, là, c'est pas sécurité, genre, présentement, je suis couché sur mon lit, je suis en sécurité, là. Mais c'est une sécurité, une interoception de sécurité. C'est quoi le mot, donc? J'ai oublié le mot, mais une sensation de sécurité profonde et inconsciente évaluée par le système nerveux autonome. Pas une sécurité mentale. Présentement, je me dis mentalement, ben oui, je suis en sécurité, je suis dans ma chambre, je suis en sécurité. Mais le fait que je sois seul, j'ai une interoception, une proprioception qui n'est pas assez en sécurité pour moi, le fait de me sentir seul. Si j'étais avec quelqu'un de confiance, la personne tenait ma main, déjà là, peut-être plus de sécurité. D'ailleurs, il m'est déjà arrivé dans la vie d'être accompagné par des thérapeutes, par des accompagnants, accompagnantes, qui me demandent, Charles, c'est quoi le contexte favorable pour créer de la sécurité dans ton système nerveux autonome, pour t'aider à te réguler, parce que ça va favoriser l'accompagnement thérapeutique. Et à ce moment-là, maintenant, je le sais, ce que je demande, entre autres, c'est 3 affaires. Avoir chaud aux pieds. Je sais que moi, je suis bien frileux, puis quand j'ai un petit coussin chauffant aux pieds, je me sens vraiment plus en sécurité. Être étendu. Parce que quand je suis assis, mon corps est tendu. Mon corps a peur de la douleur chronique. Pour moi, mon trigger, mon déclencheur principal de douleur chronique, c'est être assis. Et donc, quand je suis assis, je ne suis pas en sécurité, vu que mon corps a peur de la douleur constamment. T'sais. Et donc, être étendu, c'est mon deuxième point. Et le troisième, c'est contact physique. Pour moi, le contact physique, évidemment, quand il est consenti, puis dans un contexte favorable, pour moi, crée beaucoup de sécurité. Et donc, ce que je demande maintenant en accompagnement, c'est coussin chauffant aux pieds, être étendu sur un matelas à terre et que l'accompagnant ou l'accompagnante tienne ma main. Tu peux pas faire ça dans tous les contextes, là. Tu peux pas faire ça avec un psychologue qui fait du cognitivo-comportemental parce que l'ordre des psychologues n'accepte pas nécessairement ça pour plein de raisons que je comprends vraiment. Et ça fait que pour moi, je suis resté en psychothérapie pendant 15 ans presque. Et j'ai jamais, peut-être une fois ou deux, sur 15 ans, réussi à pleurer et à vraiment toucher à ma tristesse. Parce que mon système nerveux, on en revient à la théorie polyvagale. Je vous parlais de l'état vert, ventral, dorsal, sécurité, lien. L'état jaune, sympathique, activation, mobilisation dans la peur. Et l'état de peur extrême, figement dorsal, état rouge, immobilisation, faire le mort. Eh bien, moi, le fait d'être assis, pas de petits coussins chauffants aux pieds et pas de co-régulation physique par une main tenue, c'est très dur pour moi d'être dans l'état vert. C'est très dur pour moi d'être régulé. Il y a une part de moi qui va rester constamment dérégulée à cause de la peur de la douleur chronique. Et donc, ça fait que c'est très dur pour moi d'aller en profondeur, en thérapie, avec un psychologue classique, on pourrait dire, parce que je suis dérégulé profondément à cause de tout mon historique de douleur chronique. Ce qui me permet d'aller toucher plus mes émotions, puis de me réguler assez pour avoir de la sécurité de vivre mes émotions, c'est être étendu, petit coussin chauffant aux pieds, contact physique. Et d'autres moments que j'ai réussi à pleurer dans ma vie, c'était exactement ça. J'étais étendu, petit coussin chauffant aux pieds,
puis j'avais quelqu'un qui me tenait la main, un ami, par exemple, qui me tient la main, et que je peux parler de ma situation, puis que là, je vais réussir à pleurer. Un autre moment où j'ai réussi à pleurer dans ma vie, c'est les 2 fois où j'ai fait des champignons magiques. J'en ai fait 2 fois. Vous ne savez pas si c'était au Québec ou dans un autre pays, fait que c'était peut-être dans un pays où c'est légal. J'en ai fait 2 fois dans un contexte thérapeutique, à visée thérapeutique. Et j'étais étendu sur mon lit, un petit masque sur les yeux, une playlist de musique qui vivait accompagner la connexion émotionnelle et un contexte super sécurisé avec un ou une trip sitter qui m'accompagne là-dedans puis qui gère la sécurité du cadre. Et une des premières choses qui se passe quand je prends les champignons magiques, un des premiers effets, c'est que je vais me mettre à pleurer. Je vais me mettre à pleurer profondément comme quasiment jamais dans ma vie. Et la théorie derrière ça que j'ai lue souvent dans des livres qui parlent des thérapies assistées par psychédéliques, par exemple des livres de David Nutt, qui est un chercheur anglais, là, qui est comme une des figures de proue dans les recherches scientifiques sur l'utilisation des psychédéliques pour supporter la thérapie. Ce qu'il dit, c'est que, pour le résumer, la psilocybine contenue dans les champignons magiques va mettre en pause le brigadier de notre cerveau. Fait qu'il y a comme certains circuits du cerveau qui sont un peu comme des brigadiers qui disent aux autos, toi tu peux passer, toi t'attends, toi tu peux passer, toi t'attends. Fait que comme une partie du cerveau qui gère la connexion entre les autres parts du cerveau. Donc, cette part-là va comme inhiber certaines parties, d'en permettre certaines de communiquer avec certaines autres, tout ça. Et ce qu'on dit, c'est que sous l'effet de champignons magiques, c'est comme si, étant donné que le brigadier est en congé, ben, toutes les parts du cerveau peuvent se parler entre elles. Fait qu'il y a plein de connexions qui habituellement ne peuvent pas se faire, mais là, elles se font. Et entre autres, donc, des parts émotionnelles qui sont habituellement repoussées, inhibées, dissociées, euh, repoussées dans le backstore de notre cerveau, dans notre inconscient, mais là, peuvent remonter à la conscience parce qu'elles ne sont plus inhibées par ce brigadier-là. En remontant à la conscience, elles remontent avec leur fardeau d'émotions et je peux vivre ces émotions-là, les accueillir, les processer et éventuellement guérir de toute cette charge émotionnelle. Encore là, je ne vous dis pas d'aller prendre des champignons magiques. Parlez-en à votre médecin ou à un spécialiste faisant partie d'un ordre professionnel. Je vous parle juste de ce qui s'est passé dans mon cas. Étant donné que ça libère des inhibitions internes, ça permet à la part qui tient la tristesse de arrêter d'être dissocié pendant un moment et de émerger à la conscience. Et donc, je peux processer, digérer, intégrer, vivre, me laisser traverser par les émotions tenues par cette part. Et donc, je vais pleurer. Pour moi, ma vision 2026, c'est même pas de guérir ma douleur chronique. Ma vision, on pourrait dire ma résolution 2026, ça va passer par différents processus, mais c'est de cultiver assez de sécurité dans mon système nerveux autonome pour être capable de vivre ma tristesse plus souvent, en compagnie de gens. Ça va être souvent accompagné parce que mon système, il n'y a pas la sécurité de la vivre tout seul, ma tristesse. Donc, ça va être souvent en compagnie de d'autres, mais il y a quand même un travail préalable que je peux faire moi-même, de méditation, de plein de choses, d'autocompassion. Et ma vision 2026, c'est non pas guérir mon dos, mais me permettre de pleurer mon dos. Ce qui veut dire d'aller soulever le tapis en dessous duquel j'ai balayé 18 ans de tristesse, qui, dans le fond, vient du deuil de présentement de ma santé. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas s'améliorer dans le futur, mais ça reste que dans les 18 dernières années, il y a eu une grande quantité de deuil. Et tous ces deuils-là n'ont pas
abouti, n'ont pas été... j'ai pas passé à travers du processus de deuil parce que je suis pas capable de les pleurer, ces deuils-là. Je suis pas capable de les vivre, donc. Et donc, ces deuils-là, pour moi, sont jammés dans ma gorge, jammés dans mon stress, dans ma poitrine, comme une sorte de boule d'anxiété. Et le fait de tranquillement, goutte par goutte, aller les libérer et les pleurer, donc avancer dans le processus de deuil, de mon expérience, ça m'apporte beaucoup de légèreté. Ça allège mon système nerveux. Ça simplifie mon fonctionnement de système nerveux et ça cultive une sorte de légèreté intérieure. C'est un gros processus qui passe par plein de choses. Être accompagné par une psychiatre, être accompagné par des amis qui ont une propension à la relation d'aide pour me donner de l'écoute, faire des méditations, du journaling de mon côté. Donc, il y a plein de parts à ce processus-là de guérison, mais qui ne passe pas par essayer de guérir ma douleur au dos, qui passe par cultiver assez d'interoception, de sécurité dans mon système nerveux autonome pour tisser un lien de confiance avec mes parts protectrices et leur demander de se faire un petit pas de côté pour que je puisse entrer en relation et aller accueillir les parts exilées qui tiennent le fardeau de 18 ans de tristesse, de tous les deuils associés à ma douleur chronique. C'est ça mon orientation 2026. Merci de m'écouter là-dedans. Ça me fait du bien de le dire, de vous le dire, l'ancre en moi plus profondément, et de vous le dire, le matérialise de manière plus tangible, plus réelle dans la réalité. De vous le dire me permet d'avoir des témoins en lien avec mon processus et je suis content de vous avoir à témoin parce que il y a quelque chose qui est comme plus sérieux, plus vrai dans ma démarche, le fait de le dire à 60 personnes, à 100 personnes. Donc, merci de m'entendre là-dedans. Ça me permet de l'ancrer encore plus profondément en moi et de rester connecté à cette intention-là, d'aller à la rencontre des parts blessées de mon moi-même. Je vous souhaite de vivre vos émotions dans un cadre sécuritaire, sécurisant, où vous pourrez être traversé par ces émotions-là. Ne pas les bloquer, ne pas les figer, être traversé sans faire de mal à personne, en recevant du support par quelqu'un en qui vous avez confiance. Je pense que c'est un morceau de casse-tête primordial dans à peu près tous les processus de guérison. Vous écoutiez le podcast Prendre soin avec Charles-Auguste. Je me permets une petite demande. Je suis olé olé. Ça me fait plaisir que des gens suivent mon podcast. Ça me fait plaisir que des gens m'en parlent. Si vous avez envie de contribuer à ma motivation et au sens pour moi de faire ce podcast, contactez-moi, puis partagez-moi ce que ça vous fait d'écouter mon podcast, ce que ça nourrit, les réflexions que ça amène. Vous pouvez me contacter par email, info@charlesauguste.com, info@charles-auguste.com. Puis, si vous avez envie de partager mon podcast, ça peut être sur Facebook, mais pas nécessairement. Ça peut être aussi juste en parler à des gens que vous pensez qui pourraient l'apprécier. Ouais, c'est quelque chose qui me nourrit beaucoup parce que moi, mon but, c'est d'être au service, puis c'est de contribuer. Fait que si je peux contribuer à plus de monde, ça me fait full plaisir. Puis pas contribuer à n'importe quoi. Contribuer à donner envie aux gens
de prendre soin davantage d'eux-mêmes, d'elles-mêmes et des autres. Prendre soin. Je vous rejoue un peu de guitare.